Louise Langto. Bonsoir, Mme Langto. Bonsoir, monsieur. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de savoir que Richard Cross est décédé? Bien, tout d'abord, je peux dire que je suis un peu contente qu'il ait pu survivre 50 ans de plus, parce que quand même, quelqu'un qui se fait enlever, même s'il faisait partie des services secrets, c'est quand même un traumatisme. Je sais que M. Cross nous avait dit aussi, lorsqu'il était avec nous à la maison de la rue des Récollets, qu'il avait déjà été enlevé par les Israélites, je crois, quelque chose comme ça. Il était à Israël. Et donc, ça faisait une deuxième fois qu'il se faisait enlever. On est obligé de reconnaître que ça, quelle que soit l'activité de renseignement qu'on fait, c'est un traumatisme. Donc, il a survécu 50 ans, c'est quand même très bien. Oui, d'ailleurs, il paraît qu'on lui avait officiellement diagnostiqué un choc post-traumatique, qu'il avait de la difficulté après coup à dormir, et puis il faisait de l'angoisse. Est-ce que vous êtes senti responsable? Parce qu'en lisant votre livre là, qui a été publié là, il y a quelques mois, on sent que ça s'appelle Une sorcière parmi les felkistes, on le voit à l'écran. On sent qu'avec le recul, vous vous dites, dans le fond, c'était peut-être pas la meilleure idée du monde. Non, effectivement, c'est pas la meilleure idée du monde. Qu'est-ce que vous voulez? Dans ce temps-là, il y avait au niveau international des luttes de libération un peu partout. Et les felkistes ont, à ce moment-là, emboîté le pas à ce mouvement, cette mouvance, comme je l'appelle. Et non, ce n'était pas la meilleure idée. On pensait que par passer d'un symbole à quelqu'un de réel, ça faisait une différence. Donc, effectivement, on se disait que c'était un symbole britannique, du colonialisme britannique. Mais en fait, c'était pas un symbole, c'était une personne humaine, avec tous ces... qui étaient comme nous, là, qui avaient peur, qui avaient eu peur à un moment donné de se faire tuer par les agents de la GRC ou la police, la SQ ou la police de Montréal. Donc, il a vécu ces événements-là de la même façon que lui. Je dirais que non, c'est pas non plus une idée géniale. Quand on pense que... moi, je fais toujours des comparaisons. Je me dis, Martin Luther King a eu beaucoup plus d'impact que les Black Panthers. Donc, on entend beaucoup plus parler de Martin Luther King, dont on a justement fêté que les Black Panthers. Les Black Panthers, on ne s'en rappelle plus finalement. Hein, oui. Mais parlez-moi de James Richard Cross, là. Parce qu'on apprend dans votre livre que les gars avaient dit, bon, vous t'es la femme là, du groupe, là, tu devrais être capable de lui parler, d'établir un meilleur contact, parce que le gars a peur. Quelle sorte de relation vous aviez avec lui? Bien, en fait, j'avais une relation, on s'est donné des règles à suivre, parce qu'on était donc dans un appartement. M. Cross avait une chambre à lui tout seul. Et donc, c'est pas comme dans les prisons du peuple qu'on voyait dans les autres mouvements de guérilla. Hein. Il était avec nous sur le même étage. Donc, on s'était donné des marches à suivre parce qu'il fallait quand même respecter le fait que notre appartement, qu'on pensait qu'il n'était pas surveillé, comme je l'ai fait remarquer dans mon livre, qui était surveillé déjà bien avant. Donc, il fallait respecter certaines règles parce qu'on était supposé d'être un couple, Jacques Cossette-Trudel et moi, seulement dans cet appartement-là. Or, on était 6 personnes, donc il fallait quand même faire, à un moment donné, attention. Donc, à chaque fois, on s'était dit, à tour de rôle, on prenait les douches, c'était pas tout le monde ensemble, pour pas qu'il y ait de trop d'activités. Donc, la même chose, on disait que M. Cross ne devait pas écrire tous les jours à sa femme. Donc, à partir de ce moment-là, excusez-moi, on s'était donné des règles à suivre. Donc, M. Cross, je pense que presque systématiquement, c'est à moi qui les demandais. Probablement parce qu'une femme représente quelqu'un de plus doux, de plus maternel. Et donc, moi, je lui disais, je respectais les règles qu'on s'était données. Je disais non. Mais quand je voyais que M. Cross avait de la peine, manifestait de la peine,
j'allais voir les autres du groupe et je leur disais, ben, M. Cross-Fleur, là, il veut écrire ou il veut prendre sa douche, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on peut le faire écrire. Donc, on avait une discussion, mais au lieu que ce soit moi qui aille lui donner la réponse, les gars partaient et allaient lui donner la réponse. Ce qui faisait que ça me fâchait, là, sur place. Et que c'est ce qui a fait aussi que j'ai dû donner cette image d'une femme fanatique pour M. Cross, puisque je disais toujours non. Donc, quelqu'un qui était inconditionnel, strict. Donc, il ne faisait pas de confidence, donc si vous trouvez strict, puis... Non. C'est ça. Mais par contre, voyez-vous, moi, je suis restée aussi avec cette image-là de M. Cross. La première fois que j'ai publié mon livre, Une sorcière comme les autres, et là maintenant qui est une sorcière parmi les felkistes, je l'ai écrit en pensant à M. Cross. Parce que je voulais lui montrer que finalement, j'étais une femme comme les autres, sauf que je m'occupe de politique. Alors, j'ai trouvé, c'est quand même une certaine blessure pour moi, parce que je m'apercevais, et je me suis aperçue par la suite aussi, que donc j'avais vécu durement avec le groupe d'hommes à l'intérieur de la maison, le fait que j'étais la seule femme et donc qu'on ne respectait pas l'opinion ou la façon de faire. Et par la suite, avec M. Cross qui vient dire, tout de suite après avoir été libérée, que j'étais, une bitch. Et même après ça, quand je suis revenue ici au Québec, après l'exil et la prison, bien, je voyais bien que dans le regard des gens, la personne qu'on voyait, c'était une espèce de personne fanatique parce qu'on n'est pas habitué à voir une femme dans la... Mais je pense que globalement, il vous haïssait les ravisseurs, parce que je pense qu'il y a 30 ans, dans un documentaire, il disait je les haïs encore, je peux pas avoir d'autre chose que de la haine. Je ressens rien d'autre que de la haine quand je pense à ça. Ah oui, comme ça. C'est ce que j'ai vu là en préparant l'émission. OK, parce que j'espère qu'il n'est pas mort avec cette haine-là dans le cœur, parce que, je veux dire, ça serait dommage. Parce que il devait quand même relativement bien prendre la vie. Il est mort à 99 ans, quand même. Oui, c'est ça. Parce que quand même, je veux dire, il a vécu... Vous savez, il n'y a pas eu ce traumatisme-là. Je suis sûre que... puis il nous l'avait dit, d'ailleurs, que la façon dont on l'avait traité, c'était loin de la première fois où il avait été enlevé. Donc, je veux dire, il faut quand même le reconnaître qu'il n'y a pas eu cette... il n'y a pas eu ce stress d'être avec un groupe intransigeant. Mais quand même, lui, pendant tout le temps de sa détention, vous lui avez dit d'entrée de jeu, écoute, on vous tuera pas, là. Il vous a pas cru. Il dit, j'ai eu peur de mourir tout le long. C'est pas vrai. Nous, ce qu'il nous a dit, c'est qu'il savait qu'on ne le tuerait pas. Et puis, quand il y a eu, par exemple, le décès de la pop, et que la police est partie un peu partout à travers Montréal à la recherche pour faire des arrestations, c'est lui-même qui nous a dit, là, on va mourir ce soir, ils vont rentrer, OK, il avait peur de l'arrivée des policiers pour vous arrêter, vous qui le sacrifiez. Et pas de nous, c'est pas de nous qui l'avait peur. Donc, c'est sûr que par la suite, je veux dire, quand tu penses à ça, je veux dire, je veux pas minimiser son traumatisme, mais M. Cross, quand il était avec nous, nous disait qu'il n'avait pas peur de nous, mais qu'il avait peur de la réaction de la police, comment la police allait réagir. Ouais. Mais vous dites que ça vous surprend. Moi, je le comprends de vous avoir haï, puis de vous haïr encore avant de mourir. Je veux dire, il faut se faire enlever, là, c'est pas là ce qu'il y a de plus traumatisant au monde. On s'entend là-dessus. D'ailleurs, c'est ce que vous soutenez dans le livre qui s'appelle Une sorcière parmi les felkistes, donc Louise Langto. C'est tout le temps qu'on a, Mme Langto. C'est un grand plaisir de nous remémorer ces années qui font partie maintenant de notre patrimoine collectif. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Lévesque. On se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite.